La Chine a nourri une civilisation ininterrompue depuis 5 millénaires. Le respect de la culture traditionnelle insuffle vitalité et dynamisme à cette terre ancienne. Je m'appelle Daniel, je viens du Royaume-Uni. Je vis en Chine depuis 25 ans et vous vous en doutez sûrement, je suis passionné de culture chinoise. Alors, ça vous paraît bien ? Je suis Cléo, je viens de France. J'ai commencé à étudier le chinois en France à l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, j'étudie à Shanghai. Nous nous apprêtons à entreprendre un voyage culturel à travers l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud du pays, Où nous rencontrerons divers passionnés de culture. Dans cet épisode, nous allons visiter 4 hauts lieux de la civilisation chinoise ancienne. Celui-ci a 2300 ans. C'est magnifique. Pour comprendre comment cette culture vieille de 5000 ans a pu se transmettre jusqu'à aujourd'hui. Et observer comment la continuité de cette civilisation éclaire la voie de la Chine vers l'avenir. C'est vraiment fascinant. Bienvenue dans Voyage au cœur de la culture chinoise. Pour remonter aux origines de la civilisation chinoise, on dit qu'il faut venir à Liangzhou. Liangzhou signifie bel îlot au milieu des eaux et se trouve dans la province de Zhejiang, à l'est de la Chine, à environ 200 km de Shanghai. Ici, je découvre un paysage rural magnifique de rizières d'un vert éclatant, entouré des collines luxuriantes. C'est ici que pendant plus de 80 ans, les archéologues ont mis à jour une civilisation mystérieuse. La cité antique de Liangzhou. C'est entre ces deux zones que se trouvait la digue. Les deux extrémités sont en réalité des montagnes et l'eau remplissait alors tout l'espace. C'est vraiment immense. À peu près l'équivalent de deux lacs de l'Ouest. Vous avez vu le lac de l'Ouest? Aujourd'hui, mon guide est Wang Ningguan. Il dirige les fouilles de la cité et son système hydraulique. Qu'il y a 5000 ans, Liangzhou avait un climat doux et humide. Et que ses habitants cultivaient le riz, tout en construisant le système hydraulique le plus vaste de leur époque. C'est ici que se trouvait le palais. Tout cela a été élevé à la main, en amoncelant la terre. Pourquoi ces plateformes avaient-elles des hauteurs différentes? On érigeait d'abord une grande terrasse, celle où nous tenons actuellement. Puis on construisait 3 terrasses plus petites au-dessus, et le palais couronnait le tout. C'était probablement ici que se trouvait le bâtiment le plus important. Plus la position sociale était élevée, Oui, plus on les construisait personnes au haut. rang le plus élevé vivaient et se déplaçaient tout en haut. Et celle un peu plus bas? C'était aussi des habitations? Oui, des habitations. La vie quotidienne, en revanche, ne se déroulait pas ici. Cet espace servait probablement aux cérémonies, c'est pourquoi il restait relativement propre. Les archéologues ont mis au jour des nécropoles, des palais, des habitations, des ateliers, reconstituant la vie du royaume de Liangzhou. Alors, pourquoi les habitants de Liangzhou ont-ils fini par disparaître? Cela a sans doute à voir avec le climat. Il y a un peu plus de 4000 ans, le niveau marin mondial a changé. Les eaux sont montées et les rizières ont été entièrement submergées. Les habitants n'avaient plus de quoi se nourrir. Alors ils sont partis. Ils se sont dispersés peu à peu en somme. La civilisation de Liangzhou, qui a perduré pendant un millénaire, s'est retrouvée ensevelie sous terre. Aujourd'hui, le site de l'ancienne cité de Liangzhou est devenu un parc archéologique, où l'on peut visiter les anciens emplacements de fouilles. Les objets mis au jour sont désormais exposés au musée de Liangzhou. Pour mieux en comprendre les détails, j'ai fait appel à une guide particulière, Emma. Hey! Bonjour, bienvenue. Merci, je suis Cléo. Oh, je suis Emma. Ok, ravie de vous rencontrer. Vous êtes guide depuis longtemps? Pas très longtemps. J'ai commencé à la fin de l'année 2022. Emma vient des États-Unis. Elle a étudié les cultures orientales aux États-Unis. En 2015, elle a enfin pu venir en Chine comme elle en rêvait. Ce sont ces petites taches blanches. Elle juste est ici. aujourd'hui étudiante en muséologie à l'université de Zhejiang et la seule guide étrangère du musée de Liangzhou.
J'ai entendu parler de Liangzhu pour la première fois il y a très longtemps. Probablement il y a une dizaine d'années. À l'époque, Liangzhu n'était pas aussi connu. On la considérait juste comme une des civilisations néolithiques. Rien à voir avec sa notoriété actuelle. Les objets en jade sont les pièces maîtresses du musée. En Chine, le jade est considéré comme la cristallisation des souffles du ciel et de la terre. C'est un symbole spirituel propre à la culture chinoise. Pourquoi ce jade ne ressemble-t-il pas à du jade? Ouais, il a l'air blanc. Ces pièces n'étaient pas ainsi à l'origine. Elles étaient vertes, elles ont dû subir un processus d'altération naturelle. Dans la culture traditionnelle chinoise, on dit que le jade est vivant. Ouais, il change avec le temps. Comme les êtres humains, il peut aussi mourir. Au cours de ce processus, sa couleur vire au blanc. On appelle cette teinte blanc os de poulet. Ouais. Parmi les objets de jade découverts à Liangzhu, le plus célèbre est le tsong en jade. Voici le tsong en jade. C'est le symbole par excellence de la culture du Liangzhu. Il reprend l'idée du ciel rond et de la terre carrée. Son orifice central peut être vu comme un passage reliant le ciel et la terre. Le plus grand tsong mis à jour à Liangzhu est conservé au musée de Zhejiang. Il pèse 6,5 kg et fait 8,9 cm de hauteur. Il porte des motifs finement gravés. La partie supérieure montre une divinité anthropomorphe avec une haute coiffe de plumes dans une posture particulière. Ce motif totémique apparaît sous différentes formes sur les tsong et reflète les croyances et la spiritualité propres aux habitants de Liangzhu. Outre le tsong, il existe aussi la yue en jade, symbole du pouvoir royal, ainsi que le bi en jade qui sert de médium pour communiquer avec le ciel. Ils forment tout un ensemble rituel où pouvoir royal et pouvoir sacré ne font qu'un. Les visiteurs qui veulent essayer eux-mêmes peuvent polir un petit objet en jade et ressentir sa douceur et sa transparence. À travers ces créations, on imagine plus facilement la vie et l'univers spirituel des anciens habitants de Liangzhu. Et si cela ne suffit pas, les visiteurs peuvent même repartir avec un souvenir. La boutique du musée est désormais l'endroit le plus fréquenté. Les symboles de Liangzhu y sont déclinés en objets culturels et les jeunes en raffolent. J'avais justement vu ce poisson tout à l'heure au musée. Comme il y avait un poisson et un oiseau, j'ai choisi le poisson. Il est plus joli et sa symbolique est meilleure. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ce qui m'a le plus impressionné, c'est sans doute la culture royale de cette région et la quantité d'objets en jade découverts ici, si raffinés et si beaux. La culture de Liangzhu est en réalité un site sacré de nos 5000 ans de civilisation. Dans les manuels, elle ne prend qu'une page. Mais au musée, on découvre une histoire longue et grandiose. C'est fantastique. Le musée présente Liangzhu sous tous les angles et tout cela a été préservé jusqu'à aujourd'hui. Et la scénographie est vraiment très attrayante. Il y a non seulement des vidéos, mais aussi de l'AR et d'autres technologies. C'est super cool, vraiment intéressant. En 2019, le site de Liangzhu a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, gagnant la reconnaissance internationale d'une civilisation vieille de 5 millénaires. Beaucoup de visiteurs viennent prendre une photo ici, c'est devenu un repère. Il y a 5000 ans, le roi devait lui aussi se tenir là, regardant dans la même direction. La Chine a préservé pour toujours cette oasis verdoyante. Ce royaume ancien et mystérieux recèle encore bien des énigmes qui attendent d'être élucidées. Le préserver intact est la première étape de toute exploration future. Je suis maintenant dans l'immense région de l'ouest chinois. Au milieu de montagnes qui encerclent la plaine, je me trouve au Sichuan. Il y a plus de 2300 ans, le royaume antique de Shu fut conquis par l'état de Qin au nord. Pour relier le Sichuan au reste de la Chine,
les Qin ont construit une route comparable à une autoroute antique. À l'époque, pour sortir du Sichuan, il fallait franchir de très hautes montagnes, si escarpées qu'on disait que les traversées étaient plus difficiles que d'atteindre le ciel. Voici la route du chou. Et ma découverte de cette route a commencé par un livre. Ce guide de marche sur la route du chou à Dianmen a été écrit par une Américaine nommée Hope Justman. Elle a aujourd'hui 81 ans. Elle a passé 3 ans à trier notes et photos pour rassembler plus de 20 ans de randonnée sur les routes vers Chou dans un ouvrage de plus de 500 pages. Je voulais comprendre ce qui la rendait si attachée à cette route antique. Alors je suis venu l'expérimenter moi-même. La première étape de la route du chou, c'est la passe de Dianmen. Cette passe majestueuse est la porte d'entrée du Sichuan. On l'appelle la première des passes sous le ciel. Elle attire des visiteurs venus de tout le pays. D'où venez-vous pour visiter le Dianmen? De Mianyang. Nous venons de Changchun au Jilin. Ah, de Changchun, dans le Jilin. Et vous, vos C'est premières super, impressions? vraiment un rêve réalisé. Pourquoi tenais-tu absolument à venir? Parce que notre prof nous a fait apprendre la route du chou est difficile. Et si on la récite, on entre C'est gratuitement. quel vers du poème qui parle de la passe de Dianmen? Le col de Dien s'élève abrupt et imposant. Un seul homme peut garder ce passage contre 10 000. Exact! Je suis surpris que tu le connaisses. Mon voyage commence ici. Dans le livre de Hope Justman, la partie la plus emblématique du chou est la galerie des nuages verts. Elle s'appelle ainsi parce que les deux côtés de l'ancienne route sont bordés d'innombrables cyprès plantés par l'homme. Ces cyprès majestueux, d'un vert profond, forment comme un corridor de nuages verts. Aujourd'hui, mon guide est Fu Yubin, un expert chargé de la protection de la galerie des nuages verts. La route du chou a 3000 ans d'histoire. C'est la première route antique au monde, ouverte même avant les voies romaines. Et les routes romaines, elles, n'ont pas toutes été utilisées en continu. La galerie des nuages verts s'étend sur 151 km. Elle compte 7778 cyprès anciens, dont l'âge moyen dépasse 1050 ans. Ceux de 1000 à 1200 ans datent de la dynastie Tang. Autour de 1000 ans, ce sont des cyprès de l'époque Song. Et autour de 1700 ans, on remonte à la période des 3 royaumes. À l'époque de Zhang Fei, on plantait déjà des cyprès ici. Et ceux d'environ 2300 ans remontent à l'époque de Qin Shi Huang. Pour mettre en valeur la gloire impériale, le premier empereur de Chine, Qin Shi Huang, fit planter à l'époque des rangées de cyprès le long de la route du chou. Ces cyprès servaient à la fois de repères kilométriques et d'ombre pour se protéger de la chaleur. Et la tradition de planter et de protéger les arbres s'est ainsi transmise de génération en génération. Au fil de plus de 2000 ans, 6 grandes campagnes de plantation ont été menées. La galerie des nuages verts est devenue la plus vaste forêt artificielle de cyprès au monde. Le grand cyprès devant nous a l'air spécial, non? Je vois qu'il est entouré d'une barrière. Oui, c'est l'arbre le plus célèbre de toute la galerie des nuages verts. On l'appelle le cyprès de Diange. Le cyprès de Diange. Oui, c'est le trésor de la galerie des nuages verts. Trang Tianyong est le directeur du centre de protection des cyprès anciens de la galerie. Il connaît ces vieux arbres sur le bout des doigts. Celui-ci a 2300 ans, donc il date d'avant la dynastie Qin. Oui, il remonte à la période pré-Qin. Cet arbre a grandi aux côtés de l'ancienne route. Tous deux ont traversé le temps ensemble. Il a indiqué qu'il fait 27 mètres, mais à vue d'œil, il semble plus haut. Les 27 mètres datent d'il y a 7 ou 8 ans. C'est aussi l'arbre le plus haut de toute la galerie des nuages verts. Ah, il a encore poussé depuis. Le directeur Tang m'explique que les Chinois apprécient particulièrement les cyprès, car ils symbolisent la noblesse et la fermeté du gentilhomme idéal. Et si ce cyprès de 2300 ans se tient encore debout aujourd'hui, c'est grâce à des règles strictes mises en place dès la dynastie Ming. Ces règles imposaient aux responsables locaux de protéger les arbres anciens. Autrefois, le nombre de cyprès devait être recensé avec précision, et si un seul arbre manquait, les autorités locales devaient en répondre. Cette tradition s'est maintenue jusqu'à nos jours.
Qu'est-ce que vous regardez? J'observe l'état de croissance de cet arbre. Oh. Je suis principalement chargé de la surveillance des 301 arbres de ce secteur. Ces insectes-là sont des auxiliaires utiles. Ils ameublissent le sol, ce qui améliore l'aération et la rétention d'eau. En revanche, les termites peuvent nuire aux arbres. Donc dès qu'on en voit, on fait immédiatement le signalement et chaque année, nous menons 1 ou 2 campagnes de traitement. Je n'aurais jamais pensé qu'il puisse exister des insectes bénéfiques pour les arbres. Pourtant, c'est bien le cas. Je travaille ici depuis 7 ans. Ces arbres sont à la fois des reliques culturelles et de véritables fossiles vivants. C'est le plus précieux héritage que nous aient laissé nos ancêtres. En plus des gardes forestiers, la protection des cyprès anciens fait désormais appel à des dispositifs intelligents plus efficaces et plus précis qui rendent la conservation encore plus scientifique. Les vieux arbres et l'ancienne route se mettent ainsi mutuellement en valeur et forment ensemble un long corridor où s'inscrit l'histoire. Bonjour, je peux vous poser quelques questions? D'où venez-vous? Je viens du Bangladesh. Le Bangladesh. Et moi, je suis du Népal. Est-ce que dans vos pays, il existe des lieux comme celui-ci? Dans mon pays, il y a aussi des forêts de ce genre. Mais ici, c'est vraiment impressionnant. Vous connaissez le poème « La route du chou Oui, est oui. difficile » Oui. Que c'est haut, que c'est périlleux. La route du chou est plus dure que de monter au ciel. Impressionnant! Ce corridor de verdure forme comme un écran naturel qui nous coupe du vacarme du monde. Les poètes de la dynastie Tang, Li Bai et Du Fu sont tous deux passés par ici. Ils y ont laissé des vers immortels. Et en me tenant ici, je contemple le même paysage qu'ils voyaient à l'époque. Un sentiment de respect profond m'envahit. Je me demande si Hope Justman a ressenti la même chose que moi. Je l'ai appelé pour l'apprendre. Bonjour Hope, Bonjour, Daniel. je suis ravi de vous rencontrer. J'aimerais savoir pourquoi la Galerie des Nuages Verts vous passionne autant. À cause de ces arbres anciens. Au début, c'est simplement la route elle-même qui m'a fascinée. C'est un véritable trésor. Dans aucune autre région de Chine, on ne trouve une ancienne route et des arbres comme ceci. Exact. C'est vrai que c'est un patrimoine commun à toute l'humanité. Merci d'avoir discuté avec moi. Bon voyage! Bon voyage, au revoir. Je comprends enfin pourquoi Hope appelle cet endroit la Grande Route de Chine. Plantée par nos ancêtres, protégée par leurs descendants, la Galerie des Nuages Verts illustre l'harmonie entre l'homme et la nature. Elle incarne la vision chinoise de l'unité du ciel et de l'humain. La route du chou a ouvert un passage terrestre hors du Sichuan. Et les canaux, eux aussi, relient les voies d'eau. Le grand canal Beijing-Hangzhou, d'une longueur de près de 1800 km, relie le nord et le sud de la Chine. Si l'on doit choisir une ville emblématique de ce canal, alors on pense immédiatement à Yangzhou. Yangzhou se situe à la jonction du Yangtze et du Grand Canal. C'est une ville née de l'eau. Le meilleur moyen de la découvrir, c'est de prendre le bateau. Et l'incontournable ici, c'est le lac Slender West Lake. Il est relié au Grand Canal. C'est un jardin typique du Jiangnan. Ce pont là-bas est l'un des symboles de Yangzhou. Il réunit 5 pavillons. Le pont aux 5 pavillons est l'ouvrage le plus raffiné. Ici, nous sommes dans une ville façonnée par le canal. Les cultures venues du nord et du sud s'y mêlent toutes. On y trouve l'élégance du sud et la puissance propre au nord. Gu Fang connaît l'histoire et la culture de Yangzhou sur le bout des doigts. Depuis 20 ans, il s'est consacré à la protection du canal.
En Chine, les grands fleuves coulent d'ouest en est. Le Grand Canal, lui, est une voie d'eau creusée par l'homme. Il suit un axe nord-sud. Il relie ainsi les fleuves orientés est-ouest. Sa construction a débuté à Yangzhou il y a 2500 ans. Il a été agrandi à grande échelle sous les dynasties Sui, Yuan et d'autres encore. C'est la plus longue et la plus ancienne voie navigable artificielle du monde. Les richesses du Sud étaient acheminées vers le Nord grâce au canal, ce qui a largement accéléré les échanges entre les deux régions. Yangzhou, carrefour de transport, est ainsi devenue l'une des villes les plus prospères. La manifestation la plus évidente de ce métissage culturel, c'est la cuisine. Gufang m'a emmené goûter le petit déjeuner typique de Yangzhou. Les grands tangbao de Yangzhou ne se mangent pas avec des baguettes. On en inspire d'abord le bouillon avec une paille. Quant au thé de Yangzhou, il mélange des thés de Lanhui, de Zhejiang et de Jiangsu pour créer une saveur propre à la ville. Aujourd'hui à Yangzhou, on ressent le charme particulier et l'atmosphère vivante des villes d'eau de Jiangnan. Après avoir quitté la vieille ville, je pars découvrir la renaissance du canal. Pourquoi appelle-t-on cet endroit Sanwan? Parce qu'il y a 3 virages? Oui, 3 courbes. Très pentu, À l'origine, c'est-à-dire le que l'eau lit était du très canal forte. ici était très droit et très pentu. Oh, oui, le courant était rapide et la voie était étroite. Beaucoup de barrages se renversaient en passant par là, puis un préfet de Yangzhou nommé Guo Guangfu a transformé l'ancien tronçon rectiligne de plus de 300 mètres en le remplaçant par un tracé sinueux, créant les 3 courbes actuelles afin de ralentir le courant. En s'adaptant à la topographie, les Chinois ont résolu les problèmes des eaux trop rapides. Mais avec le développement urbain, ce dispositif ingénieux est devenu une zone sale et chaotique. Les usines et les eaux usées domestiques se déversaient dans le canal. Pour protéger le Grand Canal, les autorités ont décidé de réhabiliter toute la zone. Les usines ont été déplacées et les zones humides restaurées. Aujourd'hui, cette zone est devenue un parc écologique où les habitants peuvent se détendre. Oh, c'est magnifique! Ce pont rouge s'appelle le pont Silhouette. Sa conception s'inspire de l'art du papier découpé chinois propre à Yangzhou. On dirait une immense décoration en papier découpé dressée au-dessus de l'ancien canal. Ah, c'est aussi une particularité locale, n'est-ce pas? Oui, c'est un élément du patrimoine culturel immatériel de la région. Et depuis la création du parc, cela offre aux habitants un espace de détente supplémentaire. Ils viennent s'y promener avant ou après le C'est travail. excellent, ils doivent être vraiment ravis. Nous avons aussi une bibliothèque urbaine dans le parc. Si quelqu'un veut étudier quelque chose, il peut aller lire ou travailler gratuitement là-bas. Notre ville de Yangzhou n'est pas très grande, mais rien qu'en bibliothèques urbaines, il y en a plus d'une centaine. En 2021, le musée du Grand Canal de Chine a été inauguré à Yangzhou. Ce musée moderne utilise plusieurs technologies pour recréer l'histoire et la culture du Grand Canal. Il s'agit surtout d'une démonstration du fonctionnement des bateaux à aviron. C'est devenu un nouveau lieu prisé des jeunes pour découvrir cet héritage. C'est devenu un symbole qui représente l'esprit même du Grand Canal. 1000 ans plus tard, alors que les voies de communication nord-sud se sont multipliées en Chine, la mission du canal a également évolué. En écoutant l'opéra de Yangzhou dans un vieux salon de thé, prenant le temps de boire une simple théière, j'ai eu l'impression de voir l'évolution de la ville défiler. C'est impressionnant.
On a l'impression que l'histoire s'est figée ici. C'est comme si vous viviez encore dans le passé. Et bien sûr, on ressent aussi beaucoup de haute technologie. Yangzhou est une ville formidable. Les Chinois sont fiers de leur civilisation. Et ils la préservent et la protègent remarquablement bien. En Chine, on ne regarde pas seulement vers l'avenir, on n'oublie pas le passé. C'est vraiment quelque chose d'admirable. Aujourd'hui, le parc culturel national du Grand Canal est devenu l'un des 5 premiers parcs culturels nationaux. À Yangzhou, la culture du Grand Canal n'est pas seulement préservée dans les musées, elle continue d'être renouvelée avec l'essor de la ville, s'intégrant à la vie quotidienne des habitants. Le Grand Canal, qui coule depuis des millénaires, est un héritage légué par les anciens aux générations futures. À la fin du 19e siècle, un collectionneur de la fin des Qing a découvert d'étranges symboles gravés sur des os utilisés en pharmacie. C'était l'écriture oraculaire. C'est l'écriture du royaume des Shang il y a 3000 ans. C'est la plus ancienne écriture chinoise connue. Grâce à elle, la civilisation chinoise a pu être transmise de génération en génération. En tant que passionné profond de culture chinoise et de calligraphie, je suis venu à Anyang, dans le Henan, un lieu que je rêvais de visiter. Cet endroit fut la capitale du royaume Shang, la terre d'origine de l'écriture oraculaire. Bonjour Daniel. Professeur Yu, bonjour. Le plaisir est partagé. Enchanté, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Daniel, depuis combien d'années êtes-vous en Chine? Ça fait 25 ans. La conception de ce musée est incroyable. On dirait qu'il y a des inscriptions oraculaires partout. C'est voulu, on veut donner l'impression qu'une fois entré, on est immédiatement immergé dans l'atmosphère de la civilisation Shang. Tout rappelle la conception originelle. Et pourtant, c'est très moderne. Oui, les inscriptions oraculaires, parce qu'à la fin de la dynastie Shang, à cette époque, l'écriture chinoise était déjà très aboutie. C'est un véritable corpus historique. Jusqu'à présent, on a découvert 160 000 pièces d'os oraculaires. Elles couvrent l'ensemble de la société de la dynastie Shang. C'est pour cela qu'on appelle les inscriptions oraculaires l'encyclopédie des Shang. C'est la source la plus fiable pour reconstruire l'histoire des Shang. Direct, concis, efficace. Exactement, oui. Mais certains sont plus complexes. Yu Changlong m'a expliqué tout le processus de découverte, de déchiffrement et de conservation des inscriptions oraculaires. Il y a plus de 3000 ans, la famille royale Shang gravait sur des os des symboles divinatoires. Puis on les plaçait dans le feu. Les fissures obtenues servaient à prédire le bon ou le mauvais augure. D'autres inscriptions servaient à consigner des événements importants, par exemple des chasses ou des rituels. Avec la chute de la dynastie Shang, ces fragments d'eau furent eux aussi enfouis sous terre. Ces inscriptions sont gravées sur la côte d'un animal. Ensuite, elles étaient incrustées du turquoise. Cela constitue une catégorie spécifique dans les inscriptions oraculaires. On appelle cela les inscriptions de chasse. Regardez, découvert à Anyang en 2005. Oh, il n'a été mis au jour que depuis une vingtaine d'années? C'est le genre de choses auxquelles on ne s'attend pas. Il existe aujourd'hui 3 os qui relatent ce même événement. 2 d'entre eux ont été découverts vers 1899. Et combien d'années séparent la découverte du 3e? 120 ans. Ils racontent la même chose, mais rédigés par des personnes différentes. Je peux donner un exemple. Disons que toi et moi accompagnons aujourd'hui le roi Shang à la chasse. Le roi nous offre chacun un os et nous y notons le même événement. Mais nos signatures sont différentes. Vous êtes Daniel et moi je suis Yu Changlong. Quand les os oraculaires ont été découverts en 1899, certains avaient été pillés. Le mien est apparu en premier, rendu public en premier. Et le vôtre n'a refait surface qu'en 2005. Il n'a été exhumé qu'alors. Qu'est-ce que cela signifie? 2 personnes différentes, 2 récits pour un seul événement. C'est vraiment C'est fascinant. vraiment fascinant. Après des millénaires, les traits de base gravés sur les os ont évolué sans cesse pour devenir progressivement les caractères chinois utilisés aujourd'hui. Beaucoup d'inscriptions oraculaires ressemblent énormément aux caractères actuels. Cette continuité a aussi permis aux inscriptions oraculaires de rester le seul système d'écriture antique encore vivant au monde. Dans le musée de Yinxu, grâce aux écrans interactifs HD et autres dispositifs numériques, les visiteurs peuvent explorer chaque détail des os oraculaires.
On a déjà exhumé environ 160 000 pièces d'eau oraculaire à Yinshu. Beaucoup ont été dispersés à l'étranger. Bonjour, bonjour. Ravi de vous rencontrer. Pour mieux préserver et déchiffrer ces inscriptions, l'Université normale d'Anyang travaille à numériser toutes les pièces existantes pour créer la plus grande base de données au monde sur les inscriptions oraculaires. L'objectif, fournir gratuitement ces ressources numérisées au monde entier. Le site vient d'ouvrir. En 2006, les ruines de Yinshu ont été inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cela a fait d'Anyang une petite ville devenue un repère culturel majeur. De plus en plus de jeunes utilisent Internet et d'autres moyens de communication pour faire sortir les inscriptions oraculaires de leur tour d'ivoire et les rapprocher du public. La chorégraphie écriture oculaire commence maintenant. Comment avez-vous eu cette idée? Associer les inscriptions oraculaires à la Parce danse. que les inscriptions oraculaires sont très amusantes. Elles ressemblent à des petits personnages, chacune différente. J'ai pensé aux gens d'il y a 3000 ans qui ont utilisé leurs yeux et leurs mains pour enregistrer ce qu'ils voyaient. Alors pourquoi ne pas les faire revivre aujourd'hui? C'est une image vivante, une image qui se met en mouvement. La professeure Gong Mufan a eu l'idée ingénieuse de combiner les caractères pictographiques avec les exercices physiques collectifs. Quand les enfants font leurs exercices entre les cours, ils mémorisent les inscriptions oraculaires. Voilà, terminé. Je n'arrive pas à imaginer qu'on puisse voir une scène pareille dans une école britannique, ni même dans tout l'Occident. Je n'avais encore jamais essayé la chorégraphie écriture oraculaire, même si ce n'est que 5 petites minutes, c'est plus épuisant qu'un cours entier de pilates. Est-ce que tu connais la chorégraphie écriture oraculaire des exercices physiques Oui. collectifs? Oh, et est-ce que ça te plaît? Bien sûr, c'est notre culture chinoise. Oh, quel mouvement tu préfères? C'est le mouvement coup Ce de pied. mouvement? Le mouvement du coup de pied correspond à quel C'est caractère? le caractère Tien, ciel. Oh, le caractère ciel. Les inscriptions oraculaires sont transformées en mouvement du corps. Et ça permet à tout le monde d'entrer dans l'univers des caractères oraculaires. Et vous, comme initiatrice de tout ça, vous devez être plutôt fière, non? Ouais, je suis très heureuse. Cet exercice permet à tous les enfants de participer. Et sans s'en rendre compte, chacun devient un transmetteur de l'écriture chinoise. Dans les écoles primaires d'Anyang, les os oraculaires ne sont plus une simple notion scolaire ennuyeuse. Ils deviennent aussi des jeux après les cours. En plus de reconnaître les inscriptions, les enfants peuvent pratiquer la calligraphie oraculaire au pinceau. J'ai eu la chance de participer moi-même à un cours de calligraphie dans le pavillon Wenchang centenaire. Comment tu as appris le chinois? Je trouvais simplement les caractères beaux. Et en les voyant, j'avais naturellement envie de les imiter et de les apprendre. Je n'avais pas les conditions que vous avez ici. Ici, vous êtes dans le berceau des inscriptions oraculaires. On peut ressentir directement toute la force de ces caractères anciens. Je trouve que vous avez beaucoup de chance. Chaque trait, chaque geste, je trace avec les enfants ces caractères vieux de 3000 ans avec sérieux. C'est une sensation incroyable. Clairement, une telle expérience n'existe qu'en Chine. Alors, vous en pensez quoi? C'est excellent, vraiment excellent. Je suis tellement C'est content. superbement écrit. Hein. À Anyang, dans le Henan, j'ai remarqué que les signes oraculaires sont partout. Ils font partie du quotidien des Chinois. La nouvelle génération urbaine embrasse et fait vivre la culture traditionnelle. Elle insuffle une énergie nouvelle à ces écritures millénaires aux et carapaces oraculaires. Lorsque les Chinois prennent conscience de la force de leur culture traditionnelle, la préserver et la transmettre devient une priorité.
À mesure que davantage de jeunes s'y intéressent, la civilisation chinoise continue de façonner l'avenir du pays. Et elle se perpétuera sans fin. Aucun risque d'avoir faim ici. Il y a des endroits pour manger partout. Mon petit chéri. Ça va. Oui, et ensuite... Après avoir unifié la Chine, Bah, Il y a 1000 ans. Il y a 1000 ans. 1000 ans. peut-être que même la glace a un goût de tofu. Je suis curieux. Petit génie! Tu es très sage, très sage.